Si vous vous rendez dans les marchés et que vous voulez prendre de la tomate pour 200 francs, ne soyez pas surpris quand vous en remettent 3 petits fruits. Tout simplement, c'est ce qui se passe dans le marché. Les femmes viennent à la maison, elles s'en plaignent beaucoup. Tout cela est dû à quoi? Madame, vous avez l'habitude d'aller au marché? Voilà, donc je suis bien contente que nos experts soient là. On va savoir ce qui se passe et comment résoudre ça tout de suite là. Voilà, donc ils sont là, présentez-les. Donc, cherté de la tomate, quel impact économique? Nous sommes avec un entrepreneur agricole que vous connaissez déjà, Monsieur Maxime Edgar Degueno. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai envie de dire, ça fait un moment. Vraiment, ça fait vraiment un moment. Vraiment, ça fait un moment. En face de vous, un formateur en agriculture durable, Monsieur Bienvenu Adjé. Bonjour à vous également. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Et puisque c'est lundi rock, nous aurons un économiste au téléphone, Monsieur Barthélémy Sène. Oui, Monsieur Barthélémy Sène, c'est un économiste que nous avons l'habitude de recevoir ici. Il va voir le sujet sous l'angle économique parce que c'est quand même de l'argent. À cette période, il y en a qui font de grands chiffres d'affaires. Comment s'y prennent-ils? Eh bien, si c'est vrai que la tomate se fait rare à cette période, comment développer des stratégies pour se faire de bonnes affaires? Eh bien, il pourrait nous donner quelques astuces. Donc, installez-vous confortablement pour en prendre note. Alors, dites-nous aujourd'hui pourquoi la tomate est rare dans nos marchés. Bien, merci de nous donner l'opportunité d'échanger à propos. La tomate se fait rare sur nos marchés. En fait, ce n'est pas une surprise, je veux dire que c'est cyclique. Ça fait des décennies que c'est comme ça, ça se passe toujours comme ça. Toutes les fois que nous abordons la période où il fait plus chaud, je veux dire à partir de janvier, février, mars, avril, voire même parfois même mai, on n'arrive pas à produire la tomate convenablement. La tomate ne fructifie pas, c'est le mot, ça ne donne pas des fruits. Est-ce que c'est propre au Bénin ou bien c'est la saison qui est comme ça? Je dirais que c'est la saison qui ne lui est pas très favorable, puisque sur les mêmes terres, dans le même pays, dans les mêmes régions, quand la pluie commence et que la température commence par être plus favorable, il fait plus frais la nuit, nous avons de la tomate à profusion, presque toutes les variétés de tomates marchent. Donc, c'est les conditions climatiques qui ne lui sont pas très favorables dans cette période-là. Mais on a l'impression qu'il y a quelques années, c'était un peu moins cher quand même, malgré la période de non pluvieuse. On se rendait compte que c'était moins cher que maintenant. C'est le constat qu'on fait sur le marché. Oui, c'est le constat qu'on fait sur le marché, mais il faut se demander quelle tomate on achetait en ce moment-là. D'accord. C'est la tomate qui vient d'ailleurs. Soit c'est du nord du Ghana ou bien c'est du Burkina Faso que ça vient. Mais même actuellement, la tomate sur le marché, elle ne vient pas d'ailleurs? Bien sûr, ça vient d'ailleurs, mais cette année spécialement, on s'est rendu compte que la quantité que les gens ont l'habitude d'amener, ça a diminué. Je ne sais pas si c'est Covid qui est passé par là, je ne sais pas s'il y a une forte, une forte sollicitation sur, disons, la production locale au niveau donc, de ces pays-là qui a occasionné cela. Sinon, on se rend compte quand même que tous les ans, c'est le même phénomène se reproduit à chaque fois et le Bénin devient dépendant donc, des pays de la sous-région à chaque fois. Alors vous qui êtes formateur, pourquoi ce phénomène est cyclique? Alors, merci. Déjà, l'intervention de mon collègue, M. Edgar, a été très bien explicite. Alors, le pourquoi, il est d'abord... comme on l'a dit, climatique. C'est des questions de saison. Maintenant, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Ces pays qui nous envoient la tomate, à un moment de l'année, chez eux aussi, le Bénin, on envoie aussi là-bas. Voilà. C'est-à-dire, à un moment aussi, il y a des saisons de l'année chez eux où ce n'est pas favorable de produire. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que techniquement et scientifiquement, c'est qu'il y a une maladie qui apparaît, surtout pour la tomate. Donc, pour un petit aperçu, c'est que pour la tomate seulement, pour la plante de tomate, il y a environ 250 maladies qui existent quand tu la plantes. Donc, 250 maladies. 250. Maintenant, ces 250 maladies, la plupart sont maîtrisables. Ça ne veut pas dire que les 250 maladies vont arriver partout où on va la cultiver. Mais il y a vraiment 250 maladies qui sont susceptibles de surgir. Parmi toutes ces maladies,
la plupart sont maîtrisés. Mais il y a une particulièrement qu'on appelle le flétrissement bactérien, c'est-à-dire ceux qui vont entreprendre la culture de la tomate dans cette période qui est défavorable, décembre, janvier, février, mars, chez nous. Le climat fait qu'il y a une bactérie, voilà, il y a un agent pathogène qu'on appelle le Ralstonia. Il se développe vraiment et lui, que ce soit au Bénin ou partout dans le monde, il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution actuellement, hein, en tout cas connue et prouvée. Donc ça fait que tous ceux qui ont fait des champs de tomates, voilà, ils constatent que tout le plant de tomates va commencer à flétrir, à mourir. Voilà, ça arrive vraiment. Même cette année, il y a eu plusieurs fermes qui nous ont appelés pour dire ok, d'accord. Et nous, techniquement, on ne fait que chercher des solutions, voilà, pour contrer ça, pour contrer au fait ce problème. D'où au fait l'idée de faire de l'agriculture, pourquoi pas hors sol, parce que ces maladies sont liées souvent au sol. Voilà, donc d'où ces nouvelles technologies que nous, sur lesquelles nous travaillons actuellement pour dire ok, d'accord, est-ce qu'on peut faire de l'agriculture hors sol chez nous? Est-ce qu'on peut avoir des palliatifs, des solutions, donc pour produire en tout temps, en toute saison la tomate chez nous. Et ça dit que lorsqu'on fait l'agriculture hors sol, la tomate, la plante de la tomate est à l'abri de ces 250 maladies dont vous avez parlé? Alors pour la plupart, en tout cas, elle est à l'abri tout de suite de... Sur ces 250 là, elle est à l'abri au moins de 75% parmi elles, parce qu'il y a d'autres qui seront transportés par l'air, mais pour un système qui est hermétique, qui est vraiment fermé en hors sol, elle est à l'abri de toutes ces maladies, parce que le substrat lui-même, il est stérilisé. Vous imaginez, il est stérilisé, on tue presque tous les vecteurs pathogènes qui sont dedans. D'accord. Alors, Monsieur Degueno, est-ce que la solution serait donc de faire l'agriculture hors sol chez soi? Parce que nous avons besoin de ce condiment-là pour diverses raisons, ceux qui vendent, ceux qui utilisent pour préparer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Bon, il faut dire que la production au sol fait partie des solutions. Ce n'est pas la seule, ça peut être des solutions. Oui, il y a forcément d'autres, parce que pendant que toute cette panoplie de maladies, bien donc de ravageurs susceptibles donc de se déferler sur la tomate existe, quand même pendant la même période, dans d'autres pays, les gens arrivent comment à produire, pas forcément hors sol. Par exemple, ce qu'on nous envoie, par exemple, du Burkina Faso, c'est pas hors sol. Non. Ce que nous faisons, ce que nous produisons ici en saison pluvieuse, quand il commence pas à faire frais là, ce n'est pas hors sol. Donc, c'est-à-dire la position hors sol permet donc de maîtriser donc certains ravageurs. Mais il y a d'autres possibilités, qui est que pendant que les autres, le Burkina par exemple, produit de la tomate qui nous envoie, il faut se demander pourquoi ils y arrivent. Même, enfin, bien que ce ne soit pas hors sol, il y a le climat, du moins de la température qui est plus ou moins favorable. On se rend compte que de décennie en décennie, nous vivons de moins en moins l'harmattan chez nous, surtout au sud du Bénin jusqu'au centre. L'idéal aurait été que l'harmattan continue, ça permet que la période où il fait chaud, là, je veux dire à partir de janvier, là, qu'on ait peut-être 30 degrés, 31, 32, parfois même jusqu'à 33 à la journée, mais le soir qu'on ait autour de 25, 26 degrés, c'est ça qui est bien pour la tomate. Alors si on peut mettre à profit, donc ça fait une autre solution, on peut mettre à profit les zones septentrionales du Bénin, où nous avons un climat plus ou moins semblable à ce qui est au Burkina Faso, c'est-à-dire que là où l'harmattan continue encore donc de bien se produire, on peut mettre à profit dans ces zones-là pour produire de la tomate et nourrir le reste du Bénin pendant cette période de 4 à 5 mois-là. Donc ça fait une deuxième solution qu'on peut ajouter dans la position hors sol. D'accord. Mais c'est une solution. Est-ce que c'est maintenant que cette idée vous est apparue? On souffre de la cherté de la tomate, de rareté de la tomate depuis des décennies, mais on n'a jamais expérimenté cette solution que vous proposez. Très bien. Je crois que ce n'est pas la première fois que je propose ça sur ce plateau. Ça fait déjà au moins 3 ou 4 fois que je suis passé. Mais pour mettre en œuvre donc, des solutions comme ça, donc, des actions comme ça, ce n'est pas une seule personne qui peut le faire. Aujourd'hui, avec, disons, tout le dynamisme qu'on connaît au gouvernement de président Patrice Talon, avec l'actuel ministre de l'Agriculture, avec les ATDA, notamment quand je prends dans le cadre de la tomate, nous avons le projet PADMA par exemple. C'est vrai, il n'intervient pas encore au nord du Bénin, mais déjà quand même, il y a quand même une dynamique qui est mise en place pour que progressivement on en arrive à pouvoir commencer par essayer ces solutions-là. Essayer ces solutions, c'est se baser déjà par rapport sur le personnel technique public qui existe sur place, quitte à voir comment est-ce qu'il faut mobiliser les acteurs sur place pour que des essais soient faits
de façon ponctuelle pour déjà voir comment ça va se comporter. Ce qui est sûr, on sait que la nuit, on a besoin de moins de 25, enfin de 26, 27 degrés. Si vous avez 30 degrés le jour et 30 degrés la nuit, vous n'aurez pas la tomate à nuit, vous allez avoir seulement quelques fruits. Bref, c'est pour dire qu'il y a du potentiel, mais il faut quand même de la volonté politique, il faut de synergie d'action entre les projets qui sont en train d'être mis en place pour qu'on ne commence pas à essayer sur cela. Est-ce qu'il faut tout le temps dire il faut la volonté politique, chaque fois envoyer la balle aux politiques, alors qu'il y a des acteurs qui sont dans le secteur, vous informez beaucoup. Ceux qui ont l'habitude de produire de la tomate dans le sud Bénin, sachant très bien qu'à cette période, il y a souvent une rareté de tomates, est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre eux-mêmes les dispositions pour commencer à cultiver de la tomate au nord lorsque la saison n'est pas bonne au sud? Oui, je pense déjà qu'il y a des initiatives, hein. Il y a des initiatives, même au sud ici, même à Ouida, il y a des gens qui produisent actuellement. Donc même dans cette période où il n'y a pas de tomates, il y a des Béninois qui en produisent, même au sud ici actuellement. Il y a des initiatives, même au lycée agricole Mehdi de Sékou, il y a une initiative de production hors sol. Actuellement, vous allez, ils ont de la tomate fraîche. Voilà, hors sol. Donc il y a quand même, voilà, il y a quelque chose qui est fait, les gens sont conscients de ça. Au nord, je sais qu'il y a une entreprise qui est installée. Voilà, le donner par son nom. Hein. Voilà, oui, donc il y a des entreprises, il y a des jeunes entrepreneurs voilà, qui sont aussi poussés, pourquoi pas, par plusieurs projets, programmes donc, du gouvernement actuel voilà, pour s'installer et pour travailler ces filières-là. Mais vous avez donné l'exemple de ces structures-là qui travaillent, mais est-ce que c'est parce que la quantité produite n'est pas suffisante que, en tout cas ici à Cotonou, dans les marchés, on ne sent pas la baisse toujours du prix? Ils ont de la tomate fraîche, mais ça n'a pas d'impact en tant que tel sur ce que nous on achète au marché. Je vais vous donner un exemple. Alors la tomate, je vous donne l'exemple par exemple de producteurs qui sont à Ouida. La tomate qu'ils produisent, c'est une tomate, elle est fraîche, elle est locale, elle est déjà achetée, presque toute leur production est déjà achetée à un prix beaucoup plus élevé que celui du marché. Voilà, mais est-ce que là, il n'y a pas un problème? Oui, c'est parce que, c'est-à-dire l'offre est vraiment faible. L'offre est vraiment faible. On se demande pourquoi est-ce que jusqu'à là, si la demande est comme ça, pourquoi est-ce que, bon, ils en produisent pas en grande quantité pour envahir le marché? Bon, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même, il y a encore des opportunités. C'est-à-dire, comme la politique agricole actuellement est entrée dans une autre phase, dans une autre dynamique, il y a eu plusieurs projets, donc le gouvernement a actuellement financé plusieurs jeunes aussi qui sont en pleine installation pour produire la tomate à grande échelle, actuellement. Voilà, des projets aussi que nous connaissons. D'accord. Oui, c'est des solutions. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi le dire, que techniquement, tout n'était pas encore au point. C'est-à-dire aujourd'hui, comme le doyen des Ganon l'a dit, il a dit que il faut qu'on travaille avec les acteurs étatiques. C'est-à-dire on a l'INRAB qui est toujours donc dans la recherche. Il y a des résultats, il y a des données qui sont disponibles. Il faut qu'on puisse réellement dire que d'accord, si tu veux produire la tomate dans cette saison-là, si tu fais, qu'est-ce que tu dois faire? Quel itinéraire technique tu dois suivre? D'accord. Et si tu le suis, que tu sois sûr que tu aies un résultat. D'accord. Donc, dans ce cas, on peut dire, là, vous nous faites un peu des promesses sur ce plateau, comme quoi, d'ici quelques années, nous ne serons plus vraiment confrontés à ce problème, parce que peut-être on n'aura plus besoin de prendre de la tomate d'autres pays. Oui, Monsieur Degueno. Oui, en fait, on nous saura, au fur et à mesure qu'on sera en train de conjuguer vraiment les efforts. D'accord. Que des gens, qu'on ne travaille pas de façon séparée ou bien de façon individuelle, si on conjugue vraiment les efforts, je pense qu'on peut combiner des solutions pour en arriver à avoir donc des résultats probants, à commencer par importer de moins en moins la tomate dans la période. Alors, je peux demander une estimation d'ici combien d'années? Bon, c'est un peu hasardeux, mais quand même, je pense qu'il y a quand même beaucoup disons, des projets de développement qui s'investissent sur le développement du maraîchage en général, de la tomate en particulier. Je peux donner l'exemple du projet PADMA qui, je crois, la semaine prochaine, ça colle un peu à l'actualité. On a été invité quand même pour contribuer à valider les documents qui permettent donc
de valider la production des semences de plusieurs spéculations, dont la tomate. Et spécifiquement par rapport à ça, je pense que c'est l'occasion peut-être d'adresser cette doléance-là pour que la recherche travaille de plus en plus sur des semences qui marchent quand il fait chaud. Des semences qui sont plus ou moins résistantes naturellement à ces maladies-là. Il y a ce travail-là aussi, dans d'autres pays, les gens travaillent, ils ont des variétés qui marchent beaucoup plus quand il fait chaud comme cela. Donc, ça fait partie d'une troisième solution qu'on pourrait explorer. Mais ça fait quand même un travail de longue haleine, mais il faut quand même que ça commence pour que nous gardions l'espoir pour dire, d'ici quelques années, on puisse avoir quand même des variétés qui résistent. Par exemple, à l'échelle locale, à Ouida et environ, nous avons testé 2 différentes variétés. Il y a une variété qui ressemble un peu à des tomates cerises, mais une autre variété qu'on appelle Kekefort, qui ressemble à des pneus donc de moto. Voilà. Oui, 2 variétés que nous avons essayées pendant plus de 3 ans, mais qui ont donné quand même de très bons résultats. Sous c'est des variétés qui existaient bien. Oui, c'est des variétés qui existaient. Et c'est pas la recherche, mais c'est à l'échelle, c'est sur le terrain, je veux dire, c'est en milieu paysan que nous avons fait ces essais-là. Alors donc ça promet, si on pouvait s'approprier donc de ces petits essais-là pour en faire d'envergure, je pense que ça fait partie donc des solutions qu'on pourrait combiner pour que progressivement on soit de moins en moins dépendant donc de l'extérieur. Très bien. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il arrive des périodes au cours desquelles le Bénin aussi exporte de la tomate. C'est parce qu'on n'a peut-être pas des industries qui peuvent transformer la tomate en purée et la conserver pour qu'il n'y ait pas de pénurie, que l'on est obligé d'exporter le trop plein, ou bien comment expliquez-vous tout ça? Vous savez, il y a eu un cas qui était alarmant l'année passée. Vous vous souvenez, quand les frontières ont été fermées, c'était vraiment désolant parce que nous, en tant que formateurs, en tant qu'accompagnateurs, voilà, vous avez accompagné les paysans, ils ont dépensé pour produire de la tomate, peut-être le coût du panier leur revient, le coût de revient, pour produire un panier de tomates, ils l'ont produit à peut-être 2000 francs. Et on leur dit que leur principal marché, qui était le Nigeria, est fermé et qu'ils doivent brader, par exemple, le panier à 250 francs. Ou moins que ça, ou jeté, c'était jeté, c'était complètement jeté. Voilà. Donc, c'est un réel problème, comme vous l'avez dit. On devait songer, il y a des jeunes entreprises, il y a pas mal de petites entreprises qui ont été accompagnées par le PPAO, voilà, dans le temps, donc des petites unités de transformation. Mais quand on nous entend dans cette période de grande production de tomates au Bénin, elles n'arrivent pas à absorber au fait ce flux de production-là. Donc, d'où, voilà, comme autre solution, c'est que, voilà, au niveau local, au niveau de notre pays, et c'est aussi salutaire parce que je pense que la CCIB, avec un partenaire, a signé un gros accord voilà, donc pour la transformation des produits agricoles au Bénin. Il y a seulement 2 semaines. Donc on va espérer donc, que cet accord-là et ce partenariat aboutissent pour que nos produits, voilà, le fruit des efforts donc, de nos paysans, de nos agriculteurs ne tombent pas comme ça à l'eau. Tout à fait. En tout cas, on va espérer que ça porte ses fruits, Monsieur Deguénon. Est-ce qu'on peut être optimiste? Oui, on va être optimiste, mais en même temps, il ne faut pas croiser les bras. Il y a quelques mois, le Nigeria a fermé ses frontières et qu'on a vécu cela. Ce n'était pas une surprise, c'était prévisible. Ah, n'est-ce pas? Oui, ça arrive souvent. C'est parce qu'on a mis des caméras dessus qu'on s'est rendu compte. Oui, les paysans ont toujours fait comme ça. Donc c'est un problème auquel ils ont souvent été confrontés. Il y a toujours environ 4 à 6 semaines de l'année où les tomates produisent énormément de champs. Mais quelques semaines après, le prix du kilo passe donc de 200 ou bien 300 francs à 2000 francs ou bien 2100 francs. C'est toujours comme ça. C'est parce qu'on a mis donc, le doigt dessus que tout le pays sent ça. Et il y a beaucoup de projets de développement pour lesquels, pendant qu'on fait la conception, nous, on alerte pour dire, oui, le problème là existe déjà. Maintenant, si vous financez, on va se rendre compte que le problème va s'accentuer, surtout s'il n'y a pas un accompagnement au niveau donc, des transformateurs agroalimentaires. Parce que pour le moment, c'est purement artisanal. C'est artisanal, donc il faut vraiment les accompagner. Le projet PADMA, par exemple, actuellement, est en train de faire un effort pour que d'ici là, ils puissent outiller donc, ceux qui font donc, de la transformation, pour que les légumes feuilles, s'il y en a en surplus, on puisse faire peut-être du pré-cuit ou bien des légumes séchés, pour qu'on en perde de moins en moins. La tomate, pareil, qu'on en fait par exemple des purées ou bien des coulis, etc.
le piment, etc. Pour que ça, on commence pas à réduire donc cette perte post-récolte-là, parce que ça fait quand même beaucoup d'efforts qu'on met à produire. Pendant qu'on dit que nous manquons de nourriture, nous produisons, nous en perdons peut-être parfois même 50, voilà, nous en jetons. Et quelques semaines après, on commence pas à envoyer de l'argent à l'extérieur pour pouvoir importer. Ça ne s'explique pas. En tout cas, nous avons notre économiste Barthélémy Senou qui est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Senou. Bonjour. Oui, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Nous parlons de la cherté de la tomate. Vous vivez certainement la chose dans votre cuisine, certainement. Madame vient se plaindre, n'est-ce pas? Absolument, absolument, cher ami. Voilà. Je crois que tout le monde doit nécessairement se plaindre d'une telle situation. Ouais. On constate effectivement que cette denrée, elle prend de prix de plus en plus depuis ces dernières semaines et la situation prend tellement d'ampleur qu'il est important de s'intéresser effectivement à sa cause. Oui, il est tellement important de s'intéresser à cela. Vous êtes économiste. La tomate, ce n'est pas comme les céréales qu'on peut acheter, conserver et à une saison donnée se mettre à vendre pour faire de bénéfices. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un se lance dans ce commerce-là, étant donné que actuellement la demande est forte? Est-ce qu'il est possible de se lancer dans cette affaire pour la vente de tomates? Oui, je dois dire d'abord que contrairement à ce que l'on pense généralement, oui, il est bien possible, lorsque on met en place le dispositif, de pouvoir faire quand même du stockage de cette denrée et pouvoir être en mesure donc de l'utiliser ou de la vendre plus tard. Tout dépend des dispositifs dont on dispose pour la conservation. Oui. Donc, vous pensez qu'il est possible de conserver cela? Bien sûr, bien sûr, ça peut se conserver. Il existe bien sûr des technologies, des techniques même très traditionnelles pour pouvoir conserver, notamment vous avez des femmes qui achètent en quantité, ils font bouillir, ils écrasent, ils mettent dans des bouteilles qui sont hermétiquement fermées et chauffées à des températures données, et puis ça peut rester quand même, il ne va pas périr pourrir pendant un certain temps. Oui. Mais vous savez, un produit, une spéculation qui se fait rare à une période donnée, cela doit susciter beaucoup de réflexion, n'est-ce pas, Monsieur Senou? Oui, et la rareté de ce produit peut avoir un certain nombre d'explications. Vous n'êtes pas sans savoir que avec le dérèglement ou des déréglages des saisons auxquelles on assiste, les pluies deviennent de plus en plus rares. Ouais. Les pluies n'étant plus ce qu'elles devraient être, il va de soi que les produits, les cultures qui sont donc produites à partir avec l'appui des saisons, que cela puisse quand même avoir un certain nombre de problèmes. Et donc, vous voyez, nous sommes déjà pratiquement à la fin du mois de mai. Oui. On y est pratiquement, mais voyez vous aussi la quantité de pluie que nous avons eue jusque-là. Je pense que c'est la fondamentale cause de la cherté de ce produit. Et puis, la tomate que l'on retrouve beaucoup plus sur le marché, c'est ainsi, à mon avis, je pense bien que c'est plutôt de la tomate venue beaucoup plus de l'étranger, notamment du Burkina. Mais est-ce que vous pensez que la pluie doit encore être un facteur handicapant à la production de la tomate aujourd'hui? Et vous venez de citer un pays sahélien qui nous approvisionne en tomates. Comment eux, ils font pour que la tomate existe? Oui, ils nous approvisionnent non seulement en tomates, mais ils nous approvisionnent aussi en poissons, et au passage. En poissons, vous dites? Bien sûr, bien sûr. Alors que c'est un pays sahélien,
Ça montre déjà combien de fois il est important que nos producteurs donc, de ces différentes cultures puissent se rendre de plus en plus indépendants des saisons. C'est tout un problème en fait. Ouais, c'est tout un problème. Mais aujourd'hui, au regard de ce qui se passe dans nos marchés où 3 boules de tomates sont vendues à 500 francs et puis peut-être d'ici quelques jours, ça va encore être plus cher. Oui. On se demande si ça vaut la peine de continuer à consommer de la tomate fruit ou bien qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Bon, c'est une question de choix, et aussi d'habitude. Vous savez, c'est un produit qui n'a pas, qui n'a pas en quelque sorte autre substitut. Et être en mesure de pouvoir préparer des mets sans pour autant utiliser de la tomate, c'est tout un art que seuls nos grands-mères avaient vraiment ce secret. Et si important, aujourd'hui, ce n'est pas pratiquement possible de le faire avec les générations actuelles. D'accord. Donc, il va falloir qu'elles aillent à l'école de nos grands-mères. Voilà. C'est un message d'exhortation. Absolument. Elles ont bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Senou. C'est moi qui vous remercie. Et bonne journée à vous. Pareil à vous. Voilà. Déjà... Oui, il faut que vous alliez à l'école de nos grands-mères. Tout à fait. Mais Roch, j'aimerais profiter pour dire, des fois il y a des mélanges qui se font, mais qui malheureusement ne donnent pas le goût que vous vouliez, hein, vous savez. Quand on remplace la tomate par autre chose, souffrez que... Les carottes, c'est ça. Par exemple. Et quand vous mangez dehors, vous ne savez pas quel type de carottes on vous a écrasé. Et voilà, et d'autres produits dangereux pour la santé. C'était pour répondre à M. Sen. D'accord. Bien sûr. Je profite pour dire à madame en même temps qu'il faut apprendre également à s'adapter selon le rythme des saisons, selon ce que nous avons de disponible sur le marché. Pendant qu'on se plaint par rapport à ça, c'est vrai, le fruit, on se rend compte qu'on ne peut pas, en tout cas pour le moment, on peut pas le produire toute l'année. Mais encore que c'est possible. Oui, si on fait de sous certaines conditions, oui. Si vous avez de l'espace chez vous à la maison, au lieu d'aller dans les marchés, vous pouvez en produire chez vous. Oui, on peut faire de l'effort pour voir ce que ça peut donner. Mais en même temps, pour ceux qui quand même s'investissent à dire, bon, pendant qu'il y en a en profusion, nous transformons cela, il y a de la tomate, il y a de la purée, il y a des concentrés de tomates locales sur le marché, mais nos dames sont réticentes à pouvoir acheter cela. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qui est versé, excusez-moi, le mélange qui est fait, c'est beaucoup mieux quand vous conservez chez vous, mais c'est sans compter les risques qu'on encourt, monsieur Deguénon. Moi, j'aimerais juste savoir les astuces pour pouvoir trouver de la tomate fraîche en saison non pluvieuse, par exemple. Oui, ce que je dis, c'est que il y a un moment de l'année que naturellement Dieu donne pour qu'on ait de la tomate, quelle que soit la variété. Bien sûr. Bon, pour le moment, pour pouvoir faire toute l'année, on continue de réfléchir, on continue de se casser de la tête. Mais ce qu'on nous donne en surabondance dans la période où c'est... Comment faire pour pouvoir profiter de cela? La période donc de soudure, je pense que c'est une question quand même qui doit interpeller tout le monde. Bien sûr. Mais vous êtes certainement d'accord, hein, c'est pour mieux comprendre qu'il y a de cette transformation-là qui se font, mais pas dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître alors le vrai du faux? Bon, des tests à faire peut-être? Ça là, je pense que c'est une question qui revient souvent. Oui. Quand vous êtes consommateur et que vous voulez acheter un produit transformé, c'est normal que vous posez des questions. Oui, mais généralement, nous, consommateurs béninois, on met la chaloupe devant la bœuf. On ne veut même pas s'intéresser au produit, on ne veut même pas l'essayer, on ne veut même pas échanger avec le transformateur. Et on met déjà donc des barrières, on suppose que s'il y a ça. Alors qu'en même temps, il suffit que notre produit vienne de l'extérieur, on ne pose aucune question et puis ça y est. Résultat, vous allez consommer donc des produits qu'on appelle concentrés de
tomates, alors qu'il n'y a que des traces de tomates dedans. Le reste, là, c'est peut-être des pommes de terre déclassées. On change de couleur, on vous amène cette forme de tomate concentrée. Mais monsieur Adji, est-ce que ce n'est pas aussi, Roch, quelque part le prix? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, si je dois comparer avec les concentrés de tomates qu'on retrouve peut-être à 100 francs par rapport à nos tomates voilà, transformées au plan local, est-ce qu'il n'y a pas le prix qui joue quelque part? Alors, le prix joue, mais il y a un aspect au fait qu'il faut aborder, parce que vous avez posé la question de savoir quelle solution, comment reconnaître le vrai du faux. Alors, la première chose, c'est déjà, il y a une barrière qu'il faut briser. Il faut savoir que chez nous aussi, oui, la crainte, alors, elle est justifiée, c'est vrai, mais on doit aller au-delà. C'est-à-dire ceux même qui font le concentré, qui nous l'amènent, ils ont commencé quelque part. Vous savez, voilà, on sait un peu l'histoire des industries, même en Chine et tout ça. Donc, chez nous aussi, il y a, on doit briser à un moment, au fait, cette peur-là. Pour dire, ce que moi je proposerais, c'est si vous avez un fournisseur que vous connaissez, je propose que pour vous rassurer, vous discutiez avec la personne. Pourquoi pas ne pas visiter son industrie? Je sais qu'il y a la Dana. Alors, ça aussi, c'est des éléments. Vous pouvez, je pense que ce n'est plus la Dana, il doit avoir la BSS. Voilà, donc il y a la BSS, c'est ça. Hein? Oui, qui certifie. Qui certifie, donc demandez à la personne, est-ce qu'elle a un certificat? Voilà, donc, mais lorsque c'est vendu dans le marché, sur les étalages, par exemple, vous lui demandez... Nous devons devenir exigeants. Voilà. Nous devons devenir exigeants. Et même, voilà, je sais qu'il y a des labels locaux. Voilà. Aujourd'hui même, que ce soit les produits maraîchers, même la laitue, si tu vas au marché, tu peux demander est-ce qu'il y a un label. Parce qu'il y a des labels locaux. Donc il y a des groupements de producteurs qui se sont tendus et qui disent que nous, on va produire comme ça. On ne va pas mettre tel produit. Et ça a des labels. Donc, quand vous allez chez la bonne, vous dire, ah, ça, c'est tel groupement qui a produit ça. Ils ont un label dessus qui est un label local. Voilà. Donc, nous aussi, on peut faire le pas pour devenir exigeant, pour dire que tu vends telle tomate. Est-ce que tu connais les conditions dans lesquelles c'est produit? Donc, et ne pas tenir compte forcément du prix, favoriser sa santé. Oui, je pense mais c'est le plus important. Parce que si tu achètes, parce que jusque-là, nous savons qu'il y a plusieurs maladies qui n'existaient pas. En entend, on a parlé tout à l'heure de nos grands-mères qui faisaient des recettes. Que nous, voilà. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs autres maladies. Il y a beaucoup de cancers qui sont aujourd'hui, qui apparaissent. Voilà. Je n'accuse pas forcément, on n'en connaît pas forcément les causes, mais voilà, les regards sont jetés beaucoup plus sur notre alimentation. Donc, si tu dois dépenser 200 francs au marché pour dépenser 10 000 ou 40 000 francs à l'hôpital, c'est pas la peine. Autant dépenser 2 000 francs au marché et être en pleine forme. D'accord. Mais au regard de tout ça, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui promouvoir l'agriculture familiale? Vous avez parlé tout à l'heure de la culture au sol, des gens qui ont un peu d'espace chez eux à la maison. La tomate, elle n'est pas aussi exigeante que ça, sa production. Est-ce qu'on ne peut pas aider les familles à commencer à produire progressivement, comme ça, il n'y aura plus autant la demande? Ce serait vraiment l'idéal, parce que, et comme vous le dites, sachez que même ceux qui produisaient la tomate pour nous ramener, aujourd'hui, sont en train de passer à un modèle d'agriculture familiale à petite échelle, pour mettre à profit, même en ville. Voilà. Et je sais qu'il y a aujourd'hui, même au Bénin, il y a pas mal d'organismes qui sont en train de financer des initiatives de production urbaine, voilà, donc hors sol. C'est-à-dire qu'une famille de 3-4 personnes, même sur 2 mètres carrés, ils peuvent installer une petite technologie qui leur permet d'être indépendants, au moins pour 25 à 60% des légumes frais, des produits maraîchers qui vont produire, donc avoir quelques pieds de morel et tout ça. Ça, c'est possible. Cette technologie, elle existe aujourd'hui. Voilà. Reste maintenant, ça a commencé. Surtout dans les 2 communes de Calavi et Cotonou. Voilà, on va espérer que que ce soit plus connu et plus répandu. Est-ce que c'est toujours évident, hein? J'ai envie de savoir, parce que pour ceux qui travaillent, peut-être se lever très tôt, aller à la maison, là nous sommes à 6 heures, nous sommes déjà ici, conduire les enfants, s'occuper. Est-ce que vous pensez qu'on pourra y arriver et être comme ces pays-là, par exemple? Oui, mais on dit vouloir, c'est pouvoir. D'accord. Si on ne veut pas, si on ne peut pas mettre la volonté qu'il faut, c'est pas la peine d'y aller. Les autres, ils ont montré comment ils sont capables de le faire. Maintenant, si vraiment notre occupation ne nous permet pas,
laissons les professionnels faire le travail et soyons prêts pour payer le prix. Donc, je tiens de rendre Madame responsable par rapport aux consommatrices pour que dans les semaines, les mois à venir, bon, qu'on puisse dire, bon, à défaut, puisqu'elles n'aiment pas trop la tomate purée, on va dire, OK, quand on va produire suffisamment maintenant, on va peut-être mettre des chambres frigorifiques, conserver la tomate comme vous voulez avoir la tomate fruit là, mais il faut être prêt pour payer le prix. Mais là, ça va être une très belle idée. Ça sera une très belle idée, on espère. Aussi préciser quelque chose. Hein. Il faut dire que les niveaux de technologie ont évolué aussi. Comme vous l'avez dit, une famille, par exemple, qui n'a pas le temps, c'est peut-être un week-end qu'elle peut accorder 2 heures de temps à son potager maison. La technologie existe. Nous, on a eu la chance donc, de travailler sur l'intelligence artificielle à l'agriculture. Bien sûr, ça existe. Donc aujourd'hui, on peut, voilà... Même déclencher à distance l'arrosage. Oui, même via votre portable, vous pouvez commander donc, votre arrosage, où on vous fait un système complètement autonome. Ici au Bénin? Il détecte, oui, ici au Bénin, aujourd'hui c'est possible. Il détecte qu'il fait jour, il détecte que la température a monté au-dessus de 30 degrés, donc je dois arroser, et ainsi de suite, ou bien vous le programmez, donc arrose chaque 2 heures, et tu t'arrêtes à partir de 18 heures. Donc ça existe aujourd'hui. Ça, on est, voilà, nos formations sont basées là-dessus. Donc, on est en train d'intégrer quand même l'intelligence artificielle. Nous avons beaucoup de bonnes nouvelles sur le plateau. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous n'avez qu'à vous mettre à la culture. Vous devez avoir votre petit potager, produit de la tomate. Oui, l'autre problème, Roch, vous savez, c'est pour ceux qui n'ont pas de l'espace, ceux qui sont dans les appartements, c'est compliqué. Vous voyez un peu. Vous faites appel aux spécialistes. Tout à fait. Vous estimez que vous n'avez pas d'espace, mais eux, ils vont vous en trouver. Tout à fait. Un balcon, un toit, voilà, ça suffit. Ça suffit pour avoir voilà, de quoi à réduire la dépendance avec les produits du marché, en tout cas en termes de légumes frais. Ok, très bien. Il nous reste quelques petites minutes pour finir ce débat. On parle de la tomate aujourd'hui. C'est vrai que ça va être un peu compliqué compte tenu de la forme de la tomate. C'est pas comme le piment qu'on peut conserver longtemps. La tomate, quelques jours après, et puis ça se ramollit, ça se ramollit et puis c'est fini. C'est pas seulement la tomate qui fait vivre cette situation que nous décrivons aujourd'hui, mais comment faire pour que, bon, le Béninois soit complètement indépendant des saisons, pour que, bon, on puisse manger frais et à tout temps. Bon, je pense qu'on a du potentiel que nous ne valorisons pas suffisamment, aussi bien au niveau donc, des terres cultivables, au niveau de l'eau. Je me rappelle, je suis allé pour une formation en irrigation au Niger, ça fait déjà plus de 15 ans, et je suis le seul Béninois, enfin, le seul à venir donc d'un pays. Vous avez payé à vos frères, non? Oui, et le vieux, enfin, je veux dire, il est président d'une coopérative de plus de 200 personnes. Il dit, qu'est-ce que tu viens chercher chez nous ici? Je suis venu, il dit, non. Mais Benoît, vous avez de l'eau chez vous? Alors, c'est là où il m'expliquait qu'il est venu pour un événement au Bénin. Bon, on lui a dit, il va visiter la plage. Il a vu l'étendue de la mer, quoi. Donc, il a dit, Benoît, vous avez de l'eau. Bref, ce n'est pas de l'eau qu'on peut utiliser directement, mais toujours est-il que nous avons quand même un réseau hydrographique assez fourni. Nous avons beaucoup d'eau qu'on n'exploite pas suffisamment. On a également la terre. Comment faire pour que, en mettant à profit donc, tous ces atouts-là, on puisse être de moins en moins dépendant. Je pense que c'est important. L'autre chose, c'est quoi? Nous mettons beaucoup de fonds, de milliards, on emprunte de l'argent pour produire, mais on oublie qu'on perd à chaque fois dans beaucoup de chaînes de valeur la moitié de cette production-là. Ça pose un problème. Il y a des gens qui s'endettent, ils font des emprunts pour, par exemple, cultiver la tomate. Et ils perdent peut-être 60%, 70%. Oui, mais j'ai dit, mais soit on s'adapte pour dire, quand il n'aura pas de la tomate fraîche, nous allons voir comment il faut valoriser la purée de tomates. Ou bien, nous allons récolter une partie qu'on va conserver dans les chambres frigorifiques, quitte à voir comment faire le calcul pour que le consommateur soit prêt à payer une partie donc, du prix de l'électricité, etc., ou bien de l'énergie propre, etc. Donc, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs possibilités pour que la période qui est connue
où ça ne marche pas très bien en matière de production, on puisse avoir donc ces produits-là et couvrir cette période-là de façon progressive. Donc c'est important parce que nous produisons beaucoup, nous voulons toujours en produire davantage, mais nous oublions que nous perdons peut-être dans certains cas 60%, 70% de la pose au champ. Ça pose un problème, ça doit pouvoir faire réfléchir. Ça cause véritablement un problème et cela va tenir lieu de votre mot de fin, monsieur Deguenon Edgar. Alors, vous avez la parole également pour votre mot de fin, vous qui êtes formateur et qui formez les gens. Merci. Alors moi, personnellement, je vais encourager les jeunes en disant un gros merci quand même aux actions du gouvernement en faveur donc, des jeunes. Le monde agricole aujourd'hui vraiment... Ouais, je pense que le gouvernement appuie pas mal de jeunes aujourd'hui. Je veux les encourager et je pense que je veux aussi les appeler à chercher au niveau technique. On avait des problèmes techniques. Et ces problèmes techniques-là, ils sont là. Il y a déjà des solutions qui existent. Il faut qu'on se mette en synergie, qu'on se mette ensemble, qu'on unisse nos efforts pour partager déjà les solutions qui existent. Voilà. Et ce sont ces solutions-là qui vont leur permettre de ne pas perdre, de pouvoir surmonter les obstacles actuellement en matière de production, en matière de technicité. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Merci également à Barthélémy Sen qui était au téléphone. Merci à vous, chef télévision. Vous savez désormais ce qu'il faut faire. Oui. Soit vous commencez à penser à votre petit potager ou bien à payer la différence, le prix de pour ceux qui vont... Oui, bien sûr. C'est ça pour éviter chaque fois de parler de cherté de la tomate, de rareté de la tomate. Bon, on verra. Voilà. On verra quoi faire. On espère qu'on aura le soutien les femmes auront le soutien des hommes qui les accompagnent. Pourquoi pas? Nous sommes là pour ça. Oui. Je remercie donc BB24. Oui, non. Mais vous voyez, c'est-à-dire, tout à l'heure, M. Deguenon l'a dit, bon, c'est des problèmes qu'on vivait depuis longtemps. Et que les caméras sont montées dessus, que les gens ont commencé. Mais donc, merci à BB24. Merci. C'est énorme. C'est énorme. Vous voyez, on a commencé à parler de tomates, vous allez voir d'ici 2 ans, la solution sera là. On va passer sur notre... oui, on sera très heureux. En tout cas, nous sommes une chaîne de développement. C'est notre devoir de parler de ces sujets qui vont révolutionner les pratiques et booster le développement. En tout cas, c'est notre métier. Merci beaucoup à vous aussi qui vous êtes rendus disponibles pour en parler sur ce plateau.